Bienvenue sur Mama Librée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Roinard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interviews d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Bonjour Julie. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Librée. Aujourd'hui, Merci beaucoup. Ouais. j'ai le plaisir de te recevoir sur un sujet de prévention. Vraiment, on va aborder aujourd'hui dans cet épisode, vraiment notre objectif, c'est de la prévention. On va parler de plagiocéphalie. Donc, toi, tu es ostéopathe. Mhm. Tu te trouves dans le 74 et tu fais partie de l'association Bébé Plagio 74. Exactement. Donc déjà, un grand merci à toi de nous laisser ce temps de parole et de diffusion sur ce sujet et en particulier sur la rubrique de la prévention qui est extrêmement importante et qui touche énormément d'enfants, qui touche en moyenne 40% des nourrissons. Ah, ok, je savais pas que c'était un chiffre aussi important, tu vois. Je savais que c'était important. J'ai déjà Oui. entendu parler par les sages-femmes et d'autres ostéopathes. Ouais, donc 40% en effet. L'idée, voilà, c'est que tu nous parles un peu. Donc déjà pour les parents, les mamans surtout, c'est vrai qu'il y en a plus de femmes sur Mama Librée pour l'instant. Les mamans qui nous écoutent et qui n'ont jamais entendu parler de la plagiocéphalie, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est très important de bien comprendre qu'on va parler de deux choses, les déformations crâniennes positionnelles, et qui vont D'accord. être de deux types sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Mhm. Il ne faut surtout pas confondre avec la craniosténose. Et ça, j'invite les mamans qui seraient tentées à aller voir quelques images sur Internet à bien se rendre compte que la plupart des images qu'elles vont voir assez affreuses sont plutôt des problématiques de craniosténose qui se soignent de manière chirurgicale. Donc là, c'est voilà, une absence de suture entre les os. Et donc, attention, mesdames, voilà, ne prenez pas peur en voyant ces images. La plupart du temps, ce que vous verrez, ce sont des craniosténoses et ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui. Nous, on va parler des déformations crâniennes dites positionnelles. Qui Il y font en a partie, deux. donc, excuse-moi, juste coupe, Oui, mais pour être bien clair, donc dans la plagiocéphalie, il y a deux choses alors, distinctes, c'est c'est pas, ça? c'est presque ça, parce qu'en fait, dans les déformations crâniennes positionnelles, il y a deux choses distinctes. Il y a ce qu'on appelle la brachycéphalie, où on va avoir un crâne qui va être trop plat à l'arrière. Donc, un Ok. crâne qui va se développer en largeur avec des grandes faces, des grands visages, et qui ne veut pas avoir beaucoup de profondeur. Ça, Mhm. c'est la brachycéphalie. Et il y a la plagiocéphalie ou l'asymétrie, elle va se faire que d'un côté. On va avoir l'impression qu'à l'arrière du crâne, il y a un côté du crâne qui pousse bien et l'autre qui reste plat. D'accord. Ok. En réalité, il existe même un troisième type qu'on appelle les dolicocéphalies, où le problème va être l'inverse de la brachycéphalie. Le crâne va être trop développé en longueur et pas assez en largeur. Et ça, c'est beaucoup plus rare et ça pose beaucoup moins de problèmes, donc on les traite moins. D'accord. Ok. Donc, déformation crânienne positionnelle, brachycéphalie, tête plate à l'arrière, plagiocéphalie, tête asymétrique. Ok. C'est très Voilà clair. nos grands sujets. Nos grands sujets du jour. Donc, quels sont les risques déjà? Est-ce que on pourrait considérer que c'est quelque chose qui va évoluer positivement, naturellement? Pourquoi c'est nécessaire d'intervenir et justement d'en parler aujourd'hui dans son podcast pour que les mamans soient en alerte et puissent l'identifier suffisamment tôt? Ok. Aujourd'hui, ça c'est important de bien comprendre qu'on a des études qui montrent que ça ne disparaît pas tout seul. On a eu beaucoup de travail à faire auprès des professionnels de santé notamment pour que ce discours cesse. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça ne part pas. Et ça, on en a la preuve par les études aujourd'hui. En revanche, on a des comportements qui vont pouvoir favoriser la correction ou au contraire l'aggraver. D'accord. Donc voilà, mais ça ne part pas tout seul. Il faut Mhm. faire quelque chose. Alors bien entendu, dans les 40% que je citais tout à l'heure, heureusement, un certain nombre vont rester en dessous d'un seuil qu'on va considérer comme acceptable d'un point de vue esthétique et fonctionnel.
Hein, ça ne va pas toutes dégénérer dans des grandes amplitudes, mais ça ne part pas tout seul si on ne fait pas les bonnes choses. D'accord. Et donc, dans les bonnes choses, quelles sont les pratiques à avoir justement? À avoir. Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans les bonnes choses, je vais finir sur la question que tu me posais précédemment, qui était celle des risques. Oui, Le premier risque, c'est un risque esthétique, mais je crois que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un risque à ne pas négliger. Hein, il a souvent été un peu balayé. Oh, c'est pas grave, c'est juste esthétique. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on redresse les dents de nos enfants? Pourquoi nous intéressons-nous à la mode? Pourquoi se lavons-nous les cheveux? Voilà. Donc, mm. esthétique, c'est pas à balayer. Euh, Surtout sur une partie du corps qui est quand même on voit. très exposée. Très exposé, exactement. Ensuite, on a des risques fonctionnels, c'est-à-dire qu'on va avoir une asymétrie qui ne va pas toucher seulement l'extérieur du crâne, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on peut avoir des risques au niveau de la liberté des trompes de Stache, par exemple, avec une D'accord. augmentation d'infections ORL. On peut avoir, quand elles sont importantes, des risques sur la vision, dans le sens où les deux yeux n'étant pas dans le même plan, avoir une bonne convergence peut être des fois difficile. On va avoir des risques posturaux où le reste du corps va s'adapter à cette déformation. On va avoir aussi très fréquemment des risques dans les acquisitions motrices. C'est compliqué pour un bébé qui a du mal à tourner la tête de ramper correctement, de marcher à quatre pattes correctement. Et puis après, on a des choses tout à fait pratiques. Hein. Un enfant qui a la tête très déformée, quand il va falloir lui mettre un casque, ça va être compliqué. Et des casques, on en met pour le vélo, le patin à roulettes, le ski et plein d'autres activités. Donc ça a déjà été dans mon cabinet un motif de consultation. Voilà, on ne peut pas lui Mm. mettre de casque. C'est quand même pas négligeable. Après, à ce jour, on n'a pas mis en relief véritablement de risques cognitifs. En revanche, on a pu établir que ça pouvait être un marqueur de problèmes neurologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas la plagiocéphalie qui va entraîner un problème neurologique, mais la présence d'un problème neurologique déjà présent va conduire à ce qu'il y ait une plus grande fréquence de déformation crânienne chez ces enfants. Donc, D'accord. ça doit Oui. aussi un petit peu alerter sur qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et oui, donc ça peut être un signal d'alerte de quelque chose en interne qui se manifeste extérieurement, mais qui dysfonctionne intérieurement. Exactement. D'accord. Ok. Et donc, je reviens du coup maintenant sur ta question, sur qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est très important. Il faut surtout dépister. Et il faut Mm. dépister de manière très précoce la plagiocéphalie ou les déformations crâniennes en général. C'est souvent pas si grave que ça, mais c'est très urgent parce que on va pouvoir véritablement traiter le problème dans la période de grande croissance crânienne, c'est-à-dire principalement dans les 6 premiers mois de vie. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller très très vite sur le dépistage et la prise en charge. Donc ça c'est vraiment un élément à bien comprendre. C'est pas grave, c'est urgent. D'accord. Mais aujourd'hui, alors tout à l'heure, tu as touché un point, je trouvais essentiel. Tu disais, aujourd'hui, on essaie de sensibiliser les professionnels de santé pour qu'ils en parlent, pour qu'ils fassent de la prévention. Ma question, c'est, en tant que maman, jeune maman, moi, je considère que voilà, j'ai eu mon bébé, je vais chez le pédiatre régulièrement, je fais tous les rendez-vous nécessaires. Et est-ce que mon pédiatre, il peut passer à côté de ça? Il ne devrait pas, mais il peut. Voilà, il Ok. peut, c'est possible. Ou alors, il peut effectivement imaginer, se dire que c'est peut-être pas très grave. Voilà. Mais il y a quand même, il faut le reconnaître, beaucoup de progrès hein, dans le corps médical sur ce dépistage-là. Néanmoins, et c'est d'ailleurs une des grandes missions de notre association, c'est de former un maximum de personnes à ce dépistage et aux bonnes pratiques. Ça veut dire les parents, tous les personnels de la petite enfance, Bien qu'ils sûr. soient professionnels de santé ou pas, et les professionnels de santé. Et c'est pour ça que c'est vraiment une mission de tout un chacun, c'est-à-dire qu'on peut être aussi là dans le rôle de dépister sa petite nièce ou Hmm. le petit cousin de la voisine. Voilà. Donc ça, il y a vraiment une grande chose qui va permettre quasiment à tout le monde de pouvoir dépister certaines choses, c'est de regarder le bébé dans ce qu'on appelle la vue d'avion, c'est-à-dire le regarder par au-dessus. On se Mhm. place au-dessus de la tête de l'enfant et on va regarder l'ovale que est censée faire cette tête-là. Alors, quand il est, par exemple, dans les bras de quelqu'un.
Par exemple, il est dans les bras de quelqu'un, mettons en position assise. Alors, ça peut se faire aussi allongé. On va positionner une main sous le crâne de l'enfant et on va se baisser jusqu'à être en position de regarder le dessus du crâne. Et D'accord. dans cette position, on va pouvoir distinguer, on va imaginer une ligne verticale et une ligne horizontale, et on va vérifier que le cadran droit est égal au cadran gauche, à droite comme à gauche. Donc ça, déjà, ça nous donne une grande, belle vision sur les asymétries. Et on va pouvoir regarder aussi si le crâne, il a une belle forme d'œuf ou est-ce qu'on a plutôt un triangle ou un rectangle ou un quadrilatère, voilà, on peut à peu près tout trouver. Mais normalement, c'est une forme d'œuf avec, voilà, bien symétrique entre la gauche et la droite. Et on pourra regarder aussi, tout simplement en mettant les doigts dans les conduits auditifs, est-ce que les oreilles se trouvent sur le même plan ou est-ce qu'on a une oreille qui commence à se rapprocher, de la joue ou de l'œil d'un côté. D'accord. Ça, c'est vraiment un examen qui est facile à faire, que tout le monde peut faire et auquel on doit faire confiance parce que c'est un excellent moyen de dépistage. Ok. Donc l'autre moyen de dépistage, c'est aussi, donc là, on observe, donc ce que tu viens de nous dire, c'est plutôt d'un point de vue physique, esthétique, où on observe en fait avec nos yeux, et après, on va observer le bébé plutôt dans sa motricité. Exactement. Et donc ça, il faut bien comprendre une plagiocéphalie, donc là je reviens juste sur les déformations asymétriques, on aura toujours à un moment donné un bébé qui aura eu des difficultés à tourner la tête d'un côté. Soit qu'il ira moins fréquemment de ce côté-là, soit qu'il aura une moins grande amplitude dans le mouvement de ce côté-là. Ça, c'est vraiment extrêmement lié à ces déformations asymétriques. Ça aussi, ça peut se remarquer. Alors, c'est difficile parce que les bébés, ils ont des tout petits coups. Et puis, en général, c'est pas tout ça qu'on regarde quand on fait des câlins avec son enfant. Mais ça, c'est quelque chose quand même que à la maison, on peut assez facilement tester en suivre un objet ou une personne ou une lumière, de vérifier que il va bien aussi souvent et aussi loin des deux côtés. D'accord, oui, et ça, c'est pas forcément, donc ça peut être quelque chose qui vient nous donner un indicateur sur une possibilité de plagiocéphalie, mais c'est pas Oui. forcément parce que mon bébé, il tourne pas bien la tête à droite et à gauche, enfin, il y a un côté où il y va moins bien qu'il y a la plagiocéphalie. Alors, elle lissera, c'est-à-dire Ah, qu'elle peut ne pas y être encore. On peut avoir à ce moment-là un bébé avec une jolie tête bien ronde, mais si cette asymétrie est présente, de manière quasi inévitable, s'il n'y a pas de soins qui sont suivis, il y aura une déformation qui va s'installer. d'accord. Ouais, donc là, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de la prévention Oui, et du coup même des facteurs qui viennent générer la oui. plagiocéphalie. Voilà. Ok. Donc, les facteurs qui vont générer, ça va être cette asymétrie de motricité dans l'amplitude ou dans la fréquence. C'est aussi ces bébés, vous savez, un peu tout mous, les gros patapouf, là, tout mignons, qui regardent le plafond toute la journée, puis qui finalement ne tournent pas la tête, ou très Mhm. peu. Hein. Donc, ils vont avoir des deux côtés un manque de rotation. C'est tous ces bébés aussi qui se mettent énormément en extension parfois, hein, parce qu'il y a d'autres douleurs associées, hein, des douleurs digestives par exemple, et qui vont beaucoup appuyer la tête fort sur le plan où ils sont. Donc, de toute façon, à partir du moment où on a un bébé dont la tête est peu mobile, ou dont la tête est mobile de manière asymétrique, quand je dis la tête, bien entendu, il faut comprendre les cervicales, etc., il faut traiter, il faut faire quelque chose tout de suite à ce moment-là, parce que la déformation, elle peut arriver ensuite très vite. C'est une période de grande mobilité du crâne, donc ça peut aller quand même assez vite. Oui, donc ça revient à ce que tu disais. Enfin, c'est pas C'est pas grave, mais grave. c'est urgent. Oui. Mhm. Il y a une notion d'urgence. Mhm. Pour finir sur le dépistage, tu disais donc la motricité et il y a aussi la notion de posture globale du corps. Tout à fait. Et ça, Qu'est-ce c'est que une tu notion qui est entends? importante parce que, en fait, la déformation crânienne du nourrisson, c'est la partie émergée de l'iceberg qui s'appelle le syndrome postural. C'est-à-dire qu'en vérité, cette asymétrie, elle va se retrouver sur l'ensemble du corps. Elle peut se manifester d'autres manières, notamment par les dysplasies de hanches.
qu'on va retrouver d'ailleurs un peu plus fréquemment chez les petites filles, alors que chez les petits garçons, on va trouver plus facilement des plagiocéphalies. Mais c'est la même chose, c'est une autre résultante possible de ce syndrome postural, de cette asymétrie posturale globale. Et donc, bien entendu que nous, dans les traitements, on va traiter l'ensemble du syndrome postural, hein. On ne va pas traiter que le crâne, hein. Oui, bien sûr. Quand tu parles du traitement, là, on parle des traitements ostéopathiques. Ostéopathique, oui. Mhm. Et d'ailleurs, en kinésithérapie aussi, hein, ils tiennent Oui, compte oui, il y a les deux. Ouais. ce syndrome postural global, ouais. Et donc, qu'est-ce qui va venir favoriser justement cette plagiocéphalie? Alors, Est-ce qu'un bébé est né, alors, enfin, est-ce qu'il y a des bébés qui naissent avec cette plagiocéphalie? oui, alors on est encore en recherche, hein, sur les raisons qui font qu'il y en a, pourquoi il y en a plus, voilà. Donc ça reste quand même en cours d'étude. On va retrouver quand même souvent déjà dans les grossesses des bébés qui ont moins bien bougé dans le ventre, qui étaient moins actifs, qui se retrouvaient toujours du même côté. Dans l'utérus, par exemple, la maman nous a dit, ben, pendant la grossesse, c'était tout le temps à droite. Évidemment, dans les grossesses gémellaires. Hmm. Euh, voilà, donc déjà ça peut être des signes ou des mamans qui ont eu des contractions utérines assez tôt au cours de la grossesse, même si ça n'a pas entraîné de prématurité. On a aussi une prévalence dans les accouchements qui peuvent être traumatiques. Et là où on pourra même retrouver dans les accouchements traumatiques pas mal de bébés qui auront eu ce qu'on va appeler carrément un torticolis congénital, alors qui va conduire aussi à la plagiocéphalie, mais qui lui est désigné par la présence d'une olive fibreuse, d'une fibrose qui se fait dans le corps d'un muscle du cou à l'avant qu'on résume par SCOM, le SCOM, donc, son vrai nom c'est le sternocléido-occipito-mastoïdien, d'où l'abréviation. Voilà, donc Vous en souviendrez tous. voilà, SCOM, ça suffira, peu importe, un muscle antérieur en tout cas du cou qui effectivement par cette fibrose va se raccourcir et va de fait limiter les mouvements de la colonne cervicale et du crâne. Donc ça peut être une des raisons. Ça, c'est les premières raisons évoquées. Après, on a pu retrouver par exemple une augmentation des déformations crâniennes lorsqu'on a changé les normes des COSI. Parce que effectivement, donc, dans des COSI modernes, les enfants sont bien immobiles, ce qui est ce qu'on cherche en effet en cas d'accident, mais qui peut poser de problème quand on passe son temps à faire la sieste dedans ou à faire des promenades. Donc ça, c'est une première chose à dire. Attention, le cosy, c'est un siège auto, ce n'est pas un endroit pour dormir ou pour se promener. Et on a vu l'augmentation, on l'a vu également avec les recommandations pour les morts inattendues du nourrisson, avec ces petits bébés maintenant qu'on couche sur le dos. Et là, bien entendu, on gardera absolument cette recommandation de faire dormir les enfants sur le dos. On ne reviendra pas là-dessus, c'est une évidence. Néanmoins, il ne faudra pas oublier de compenser aussi ce temps passé sur le dos dans les périodes d'éveil en variant les postures dans lesquelles on va porter, coucher son enfant pendant les périodes d'éveil. Donc ça, on a vu aussi des liens entre ces changements d'habitude, par exemple. Dans les COSI, je crois qu'il y a on dit que c'est pas plus de 2 heures par jour, non? Il y a pas eu quelque chose justement qui est dans le COSI. Dans le COSI, oui, c'est C'est déjà un grand max. maximum. Alors, Ouais, je n'ai ouais, pas le ouais. chiffre, mais on dira le moins possible. Alors, Ouais. bien entendu, vous partez en vacances, vous avez un grand voyage à faire, pas de problème. Mais on C'est au parle là du quotidien, quotidien, hein, bien voilà. Donc, sûr. c'est pas, Ouais. là, je rassure, c'est une question qui revient souvent en consultation. On doit faire un voyage de 5 heures. Est-ce qu'on peut le faire en COSI? Oui, bien sûr, on parle d'éléments exceptionnels. Mhm. Oui, bien sûr. Donc, si on veut revenir un petit peu sur les choses qui vont aggraver ou aider le problème, donc dans les choses qui vont permettre d'avoir moins de déformations crâniennes, donc on en parlait tout à l'heure, c'est des positions variées en période d'éveil. C'est l'alternance aussi quand les enfants dorment dans la même chambre que les parents, c'est de comment est-ce qu'on va placer l'enfant par rapport à la maman. C'est-à-dire que le nourrisson, son organe sensoriel prépondérant, c'est l'olfaction. Il va venir chercher l'odeur de sa maman, même s'il est à plusieurs mètres d'elle. Donc, si par exemple vous positionnez votre bébé et que son lit se trouve à votre droite dans votre chambre, eh ben, pensez régulièrement à le mettre tête bêche dans son lit
pour que vous vous situiez parfois à sa droite et parfois à sa gauche. Et oui. Parce que pendant ce temps de sommeil, lui va tourner sa tête vers sa maman. Ça, c'est un petit moyen qui est quand même assez simple. C'est évidemment, donc voilà, pour finir sur ce sujet, les stimulations olfactives, visuelles et auditives. On doit essayer, quand on l'installe dans une pièce, par exemple, eh ben, de varier l'endroit dans la pièce où on va l'installer pour que les lumières, les sons, le passage des différents membres de la famille soient variés et qu'ils ne soient pas toujours tournés du même côté. On sait aussi que le portage, c'est quelque chose qui va aussi réduire les risques. L'allaitement aussi, quand on va alterner d'un Ah sein oui, à l'autre. Alors, j'invite les droite-gauche. parents voilà, qui donnent le biberon à essayer de le donner de temps en temps du côté où ils sont peut-être moins à l'aise. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. C'est J'aurais ça. pas pensé même au biberon, en effet. Oui. Oui, Oui, parce que finalement, chez un nourrisson, ça finit par faire beaucoup de temps passé. c'est Voilà. vrai. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est pas très pratique de donner du côté où on n'est pas à l'aise, mais avec un tout petit peu d'entraînement, on peut essayer de le faire en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est les choses positives qu'on peut faire. Euh, Pour et les vraiment plutôt bah, voilà, favoriser le fait que oui, il n'y ait pas cette déformation crânienne c'est qui ça. s'opère. C'est Mhm. ça. Hein. Donc là, déjà, juste avec ces petits signes-là, ces petites choses, attentions-là, une petite déformation, une petite asymétrie de motricité, elle peut déjà être corrigée tout ou partie. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qu'il va falloir éviter, alors, on va éviter tout ce qui est les arches. Et en particulier, ça c'est surtout pour les petits-enfants qui ont des brachycéphalies. Hein. Si le petit truc intéressant à regarder, il est juste pile dans l'axe du regard quand je suis allongée sur le dos, eh ben, quel intérêt j'aurais à aller tourner ma tête pour regarder le mur? Donc, c'est intéressant de plutôt mettre une arche, de mettre des petits objets noirs et blancs, par exemple, hein, pour les petits qui ne voient pas encore les couleurs, plutôt sur les côtés. Ça va inciter l'enfant, dans un premier temps, à tourner la tête, et puis par la suite, ça va l'inciter aussi à pratiquer les retournements. Donc, voilà, les arches, c'est pas quelque chose qui va aider. Tout ce qui est ces matelas très souples, alors les Kukuna Baby, les Domio, etc. Alors c'est vrai que les enfants sont quand même bien là-dedans, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, tout ça, c'était surtout fait pour des enfants prématurés. Donc un enfant né à terme, normalement, n'est pas censé aller dans ce genre d'objet parce qu'il va se retrouver plus regroupé. Et alors c'est très confort. Et ça, pareil, les études, c'est très clair dessus. Il y a beaucoup moins de mouvements spontanés de l'enfant dans ces systèmes-là que sur un enfant qui va être posé sur un tapis à plat. Donc, on va réduire la motricité libre de l'enfant dans ces systèmes-là. Donc, c'est quand même à essayer d'éviter au maximum. Et oui, Je ouais, rappelle, parce que oui, dans ce que tu disais tout à l'heure de les facteurs donc, qui vont venir limiter justement la probabilité de développer une plagiocéphalie, tu l'as dit, donc il y a l'allaitement, tout ça, la stimulation olfactive, visuelle, l'alternance dans le sommeil, mais aussi, là tu viens de dire, il y a la motricité libre, simplement de oui, poser son enfant sur un tapis. oui, Aujourd'hui, il y a des super tapis d'ailleurs. oui, Hyper design. Je trouve oui. il y a quelque chose de sympa, pas juste le petit tapis là en mousse, enfin tout plat et Oui. froid. Enfin, il y a. Et ça, j'invite vraiment les parents à installer leurs enfants sur des tapis pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, c'est ce qui va le plus favoriser la motricité libre et pas que chez le tout petit, hein, déjà Mm. même un petit peu plus tard en grandissant. Et puis une autre raison toute simple aussi, hein, c'est que quand on est au sol, bah, c'est le seul endroit dont on ne peut pas tomber. Mm. Hein, donc, les chutes du canapé, des choses comme ça arrive malheureusement, même chez des tout petits enfants. Donc, vraiment, si vous voulez laisser votre bébé en sécurité le temps d'un coup de téléphone ou d'une douche, posez-le par terre. Oui, oui, c'est vrai. Bon, sauf Ouais, s'il y a valeur des animaux, sûre. mais évidemment, voilà, Oui, après, ça voilà, dépend les animaux aussi c'est qu'on. ça. Voilà. Voilà. Mais Mais ça reste quand même un lieu de sécurité, un lieu où l'enfant est bien et là où il a le plus de chances de découvrir correctement son environnement et son corps. ok. Voilà. Je refais une petite aparté aussi dans le matériel de puériculture. Bon, évidemment, là, je ne vais pas revenir hein, sur les trotteurs, les choses comme ça, hein, c'est pas trop le sujet. Mais je parle juste quand même du transat. Normalement, le transat, c'est quelque chose qui n'est pas à utiliser avant l'âge de 5 mois. Le transat, comme il est un peu incliné, il va demander à avoir du tonus axial, c'est-à-dire du tonus des muscles du dos.
sur un petit bébé où on a déjà le corps entier qui est un petit peu en courbure, en banane. Bah, ce petit bébé va avoir que d'autres choix que de se mettre dans la courbure où il est le plus facile. Et là, comme en plus, il n'a pas suffisamment de tonus dans le dos pour aller de l'autre côté, ben, il va juste rester dans la courbure de son syndrome postural. Donc ça, c'est quand même à essayer d'éviter. D'autre part, les transats, il y en a quand même beaucoup qui reproduisent un peu l'effet dont on parlait tout à l'heure avec tous les cocons, là. C'est que ça ramène beaucoup vers le centre et que du coup, ça limite l'ensemble des mouvements. Voilà. Là Mhm. encore une fois, tout ce que je dis, hein, c'est pas à graver dans le marbre. Si vous avez besoin pour une raison ou pour une autre de laisser votre bébé dans un transat un quart d'heure, ce n'est pas un drame. Pour Mhm. relativiser, hein, les conseils. Oui, bien sûr, Voilà. c'est le temps est cumulé sur une C'est le temps journée. et la fréquence, hein, Bien voilà. sûr, bien sûr. Ah, mais ça, on retrouve aussi vraiment, que ce soit sur le temps dans les COSI, le temps dans les transats, chez les enfants qui ont des déformations crâniennes de grande amplitude, hein, on voit bien qu'on retrouve des temps passés dans ces systèmes-là qui sont beaucoup plus longs que la moyenne. Mhm. Oui, donc c'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant, tout à fait. Ok. Donc, on a bien compris donc comment dépister, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention et les choses à éviter. Et maintenant, donc, une fois qu'on est face au problème, comment on le traite? Ok. Comment on fait? Alors, Vers quel professionnel on s'oriente? ben, le traitement, ça, c'est très important de comprendre que c'est un traitement d'équipe. Alors, l'équipe, elle va être composée de l'enfant, de ses parents et des professionnels de santé. Et ça, c'est indispensable que tout le monde travaille en synergie dans cette équipe parce que chacun a son petit rôle à jouer et on pourra se passer de personne. D'accord? Dans l'ensemble des professionnels, là, c'est pareil, c'est hyper important que les professionnels puissent travailler en équipe, communiquer entre eux et donner des conseils répétés, cohérents les uns avec les autres. Alors, au niveau des professionnels de santé, là, je vais reprendre quelles sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui disent qu'on doit avoir, dans un premier temps, un traitement avec la kinésithérapie, avec l'ostéopathie, et j'en reparlerai tout à l'heure avec l'orthopédie si vraiment ça s'avère nécessaire. Et c'est le médecin qui va être le coordonnateur de ces soins. Chaque membre de cette équipe va avoir un rôle différent à jouer. Pour faire très simple, hein, on va dire que les kinés vont être ceux qui vont faire apprendre à stimuler les bons mouvements, à réveiller les muscles qui sont atoniques, un petit peu trop mous, ou à assouplir ceux qui sont un peu trop hypertoniques, justement. Ils vont montrer aux parents quels sont les exercices qui sont à faire à ce moment-là, et on va être vraiment sur un travail actif, un travail de la motricité. Les ostéopathes, ils vont être plutôt là pour libérer ce qui coince. Ils vont libérer les sutures du crâne, ils vont rendre la souplesse à tous les tissus. Et donc, en ostéopathie, on va travailler à la fois sur l'os, sa structure même, les articulations entre les différents os, sur les tissus tendineux, les tissus ligamentaires, les viscères, les fascias. Et donc, voilà, on va avoir un travail, nous, en consultation, beaucoup plus passif sur l'enfant, où c'est l'ostéopathe qui va faire son traitement et l'enfant qui n'est pas amené à participer de manière active au traitement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça se fait à des rythmes particuliers en fonction de l'âge de prise en charge de l'enfant, du degré de la problématique, où on va alterner une série de quelques séances de kiné, une séance d'ostéopathie et de nouveau quelques séances de kiné, par exemple. Et ça, c'est vraiment les professionnels qui ont l'habitude de travailler avec ça qui vont se mettre en lien avec ça. Là, j'attire vraiment l'attention tant des professionnels que des parents qui peuvent nous écouter. Cette kinésithérapie pédiatrique ou l'ostéopédiatrique dans le cadre des déformations crâniennes du nourrisson, ça nécessite impérativement d'avoir une formation approfondie sur ce sujet. C'est-à-dire qu'un kinésithérapeute, par exemple, qui a l'habitude de traiter les pathologies respiratoires du petit enfant, par exemple, n'aura pas nécessairement les compétences pour traiter les déformations crâniennes. C'est un tout autre travail. Donc, vraiment, assurez-vous que le professionnel de santé que vous voyez soit formé de manière spécifique à cette prise en charge qui est très particulière.
Et c'est un des grands autres volets du but des associations bébés plagiaux. Donc, c'est évidemment de dépister, prévenir, informer tout un chacun comme les professionnels de santé. Et l'autre volet, c'est de faire des annuaires de professionnels de santé dont on se portera garant que leur expérience et leur formation sont suffisantes pour apporter un travail de qualité dans le cadre de ces prises en charge. Et oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Je te remercie, tu m'as devancé sur la notion de oui, ok, bon, moi je soupçonne, je vois que mon bébé, peut-être qu'il y a une déformation crânienne, mais je vais chez mon ostéo qui a l'habitude de me suivre. Et en effet, peut-être que lui, là, et tu as répondu à ma question en amont, bah, peut-être qu'il n'a pas la formation et les bagages et les outils nécessaires pour traiter mon enfant dans cette problématique. Exactement, même si c'est un très bon ostéopathe. Bien sûr, bien sûr. Donc, Et c'est pareil pour le important. kiné. Ok, pareil pour le kiné. Est-ce que en tant que parent, voilà, moi je vois ça chez mon enfant, je suis obligée de passer par mon médecin traitant ou je peux aller directement chez un kiné spécialisé ou un ostéopathe spécialisé? Alors, on peut aller chez un ostéopathe spécialisé. Par contre, on ne peut pas aller chez le kiné spécialisé sans ordonnance du médecin. Voilà. D'accord. Et l'ordonnance, elle devra être très spécifique. Elle devra vraiment préciser que c'est une rééducation neuromotrice dans le cadre d'une asymétrie posturale. C'est vraiment absolument ça qu'il faut qu'il y ait marqué sur l'ordonnance pour que ce soit correctement codifié. Très Donc, on bien. ne peut pas aller chez le kiné sans l'ordonnance. Ok. Et donc aujourd'hui, votre annuaire, donc là, il y a 5 associations de bébés plagiaux en France. Il y en a une dans le Morbihan, 2 dans le Rhône-Alpes. Donc, Oui, on est bien lotis ici, dans le 69 et le 74, où tu te trouves. Il y en a dans la Manche et l'Île-de-France. oui. C'est-à-dire que moi, si, je sais pas, moi, je suis plutôt dans l'Ouest, Mhm. Eh bien, je c'est fais... plus compliqué. Ok, je me débrouille. Oui, c'est J'ai un peu pas... plus compliqué. Alors, en général, les professionnels de santé locaux, les sages-femmes en particulier, les médecins généralistes, les pédiatres, normalement, localement, ils connaissent les professionnels de santé habilités à faire ce suivi. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'ils sont pas référencés dans notre annuaire parce que ils sont pas dans le département qu'il n'y en a pas ailleurs, bien entendu. Voilà, en général, voilà, si vous vous rapprochez de ces professionnels, sages-femmes, kinés, médecins généralistes, ostéopathes, normalement, ils savent quels sont les professionnels dans le coin. Ok, super. Donc, une fois que j'entame ce parcours, est-ce que je peux être remboursée? Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale? Comment ça se Ouais. passe? Ah, c'est une très bonne question. Je finis juste sur le parcours pour bien redire qu'on a parlé du travail d'équipe. Moi, j'aime bien donner cette métaphore, c'est que l'ostéopathe, un peu comme une porte qui serait fermée à clé, cette problématique, l'ostéopathe va déverrouiller la serrure. Mhm. Le kiné va montrer comment on ouvre la porte et les parents vont faire coucou derrière la porte pour inciter l'enfant à l'ouvrir. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de tous les acteurs. Ça, j'aime bien le dire comme ça parce que ça parle assez Ouais, bien sur quel est le rôle de chacun. Et donc, je reviens vraiment absolument sur le fait que si les parents ne sont pas ensuite acteurs de mettre en place à la fois les moyens de prévention, d'éviter ce qui aggrave et de pratiquer ou faire pratiquer par l'entourage, hein. Ça peut être aussi les bien nounous, sûr. ça peut être le Oui, personnel oui. de crèche, les exercices, on va souvent se confronter à des difficultés. Alors, pour le remboursement, au niveau de la kinésithérapie, c'est remboursé à 70% par la sécurité sociale. Les 30% qui restent sont quasi remboursés par la totalité des mutuelles. Je ne crois pas qu'il existe de mutuelles qui remboursent pas ces 30%-là. L'ostéopathie, ça dépend de votre mutuelle. Là, ça peut être des remboursements complets, un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout. Ensuite, il y a une autre chose là qui va faire l'objet éventuellement d'un remboursement dont on n'a pas encore parlé ici, ce sont les casques orthopédiques. Alors, le casque orthopédique, c'est quelque chose que l'on va mettre lorsque le traitement dit physiologique, c'est-à-dire la kinésithérapie et l'ostéopathie, ne se sont pas avérées suffisantes au bout d'un certain temps. Et en général, on considère qu'à l'âge de 5 ou 6 mois,
lorsque ces traitements qui ont été mis en place ne parviennent pas à réduire suffisamment la déformation, ça peut être une éventualité de proposer un casque orthopédique. Alors évidemment, il n'y aura pas juste le degré de déformation, il y aura tout un ensemble de critères qui vont être pris en compte, notamment est-ce qu'il y a une asymétrie faciale, voilà, qu'est-ce qui a été fait. Donc ça c'est vraiment une décision qui doit être normalement collégiale, qui ne se fait pas sur juste la base des mesures crâniennes et qui se fait en coordination avec l'ensemble du personnel qui a accompagné l'enfant. Donc, quand la décision est faite de proposer un casque orthopédique, là, il va y avoir une possibilité qui est assez récente d'ailleurs de remboursement de ce casque parce que c'est quand même un coût relativement important qui en général se situe entre 1 500 et 2 000 euros. Ah oui. Donc, c'est pas rien. Donc, on a la possibilité d'avoir un remboursement à deux conditions. La première, c'est qu'il y ait effectivement eu un parcours physiologique fait avant, kinésithérapie, ostéopathie, et que l'ordonnance pour le casque, pardon, soit prescrite par un médecin d'un réseau particulier. Donc, en général, là, c'est le Centre régional de référence des déformations maxillofaciales qui va donner la liste des médecins compétents pour faire cette prescription. Donc là, ça, c'est assez récent que ce remboursement soit possible. Ah, parce qu'avant, c'était pas possible. C'était pas possible. Après, il y a eu des fois, ça a été possible, mais on avait un peu du mal à comprendre quels étaient les critères qui faisaient que certains étaient remboursés et d'autres pas. C'était un petit peu flou, donc là, c'est un peu plus centralisé tout ça. Donc oui, c'est possible d'être remboursé sous certains critères. Ok, super. C'est un casque que l'enfant il doit porter toute la journée. C'est un Oui. nombre d'heures. C'est la C'est un, nuit c'est un aussi. nombre d'heures, mais c'est 23 heures sur 24, donc on pourra considérer que c'est porté toute la journée. Alors, on a eu aussi énormément de progrès ces dernières années sur les casques, parce que maintenant, ce sont des casques qui sont faits à l'imprimante 3D, avec un scanner 3D qui a été fait avant sur l'enfant. Donc, là, on a une précision dans la construction du casque qui est extrêmement précise. Ça leur permet aussi d'être beaucoup plus fins et beaucoup plus légers. Donc, ils sont extrêmement bien supportés par les enfants. En général, on a le traumatisme du casque, il est surtout sur les parents que sur l'enfant. Les enfants supportent très très bien les casques. C'est plus difficile pour les parents d'accepter de le porter. Alors que finalement, quelques années plus tard, si on leur propose de poser un appareil dentaire sur leur enfant, ça posera moins de problèmes. Et il faudrait vraiment peut-être comprendre que c'est un peu dans le même degré de pratique, en fait. Hein. Ça fait souvent un peu peur, cette idée du casque, alors que c'est quelque chose qui pourrait s'apparenter à des bagues. Ouais, en Il effet, faut le c'est pas. désacraliser un petit peu. Et il ne faut pas non plus se dire que c'est l'aboutissement. Hein. C'est pas, on ne doit pas faire le traitement physiologique en attendant que ce soit l'âge d'avoir le casque. Hein. Heureusement que le casque, c'est vraiment dans de rares cas qui n'ont pas répondu suffisamment bien ou qui étaient trop importants pour que le traitement physiologique se fasse. Hein. Ce n'est pas une fatalité lorsqu'on va suivre un enfant qui a une brachycéphalie ou une plagiocéphalie d'aller jusqu'au casque. Oui, bien sûr. Oui, oui, il y a d'autres choses. Enfin, il y a bien des choses en amont à faire et à mettre Tout en à fait. place. Et ça, c'est un peu le dernier recours. C'est un peu le dernier recours, mais il ne faut pas non plus en avoir peur. Quand Mm. l'équipe propose ça, c'est que c'est utile et nécessaire, que ça donne de très bons résultats et c'est très bien supporté par les bébés. Ok. Merci beaucoup, Julie, Avec plaisir. pour tout ce que tu nous donnes comme information. Voilà. Peut-être qu'on peut voilà, dire aux personnes qui nous écoutent où te retrouver, où trouver Mhm. l'association via les réseaux sociaux. Il Mhm. y a Facebook, c'est ABP74. Tout à fait. Voilà, là, on a une site sur Instagram qui s'appelle Association Bébé Plagio 74. Il y a un S à bébé, c'est bébé au pluriel. Facebook, tu l'as cité. On a une adresse mail aussi qui s'appelle plagiocéphalie au pluriel 74@gmail.com. Je vous mets au défi donc d'écrire plagiocéphalie correctement. Je laisserai le moteur de recherche vous guider là-dessus.
On a aussi des événements qu'on a Oui. déjà organisés hein, ici sur le bassin de Haute-Savoie. On en a parlé rapidement tout à l'heure, hein, des conférences pour les professionnels de santé, des journées mondiales de la plagiocéphalie. En général, ça se fait en avril, parce que c'est là que se situe la date, où on va essayer de faire des petits parcours de dépistage pour montrer, on a un médecin, un kiné, un ostéopathe, un orthopédiste, et on va pouvoir comme ça suivre le parcours de soins pour savoir qu'est-ce qui se passe dans une séance d'ostéopathie, qu'est-ce qui se passe dans une séance de kinésithérapie. On peut faire du dépistage en général quand on fait ces journées portes ouvertes comme ça. Les parents peuvent aussi venir avec leur bébé. La prochaine d'ailleurs est au mois de novembre. Je m'en veux beaucoup parce que je n'ai plus la date. Je vais vous la ressortir dans quelques instants. On a voilà tous ces Tous ces événements événements. qui vont se faire. C'est le 25 novembre, pardon, la prochaine journée qui est vraiment ouverte là aux professionnels de la petite enfance, mais surtout aussi aux parents. Et on organisera cet hiver une conférence pour le personnel de la petite enfance, assistante maternelle, personnel de crèche, voilà, où on va être dans un langage plus approprié à ce public-là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à consulter aussi sur Internet les pages de l'association Bébé Plagiocéphalie où vous trouverez différents conseils pour prévenir, traiter et surtout vous retrouverez les annuaires des professionnels de santé habilités à prendre en charge vos enfants. Et ben voilà, je crois que tu nous as tout donné comme information. Je te remercie. C'est moi, Merci encore une à fois, toi. vraiment un très grand merci. Déjà à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout et qui ne se sont pas noyés dans les explications. Merci à toi pour cette visibilité voilà, sur ce sujet très important. Je te dis à très bientôt sur Mama Livrée. Merci beaucoup. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibré.co. À très bientôt.